tous et bienvenue dans ce monde. Ah, c'est pas ça. Bienvenue dans ce webinaire, ce nouveau webinaire pour 2023. C'est le premier de l'année. Il y en aura un par mois plus ou moins, plus des vidéos qui sont prévues pour parler technologie, éducation, etc., etc. Donc bienvenue à ceux qui sont là, à tous ceux qui sont là. Je vous ferai des reminders le reste de l'année lorsqu'il y aura des autres webinaires. Mais pour l'instant, on va attaquer tout de suite sur le sujet qui est un peu l'outlook de l'année, encore un pour savoir si c'est boule, si c'est vert, et savoir si on va tous mourir tout de suite ou seulement plus tard. Comme d'hab, nous commençons avec les slides d'introduction parce que pour si jamais quelqu'un ne savait pas qui était Swissquote et quelqu'un ne savait pas qui étaient les DOTS, vous en avez un aperçu maintenant. Donc, l'univers des DOTS, 90 000, enfin 90 000 produits, 55 000 variants, blablabla. Qu'est-ce que ça veut dire les DOTS? Ça, vous pourrez lire plus tard, Swiss Derivative, OTC Trading System. Juste un petit rappel, ce qui est OTC Trading System veut dire que ce n'est pas listé. Donc, ce que vous allez entendre, ce sont des produits qui ne peuvent que s'acheter, mais pas se vendre short, c'est-à-dire se vendre à découvert. Donc, il y a des market makers, il y en a 5, et il y a quatre catégories de produits, les varants, les no-cat varants, les mini-futurs, les factors certificates. Donc ça, on reviendra bien plus tard sur quelles sont ces différentes typologies de produits. L'idée maintenant, c'est plutôt de parler du marché en réel. Donc, état des marchés financiers, Outlook 2023, petit Outlook 2023 et les stratégies que l'on pourrait mettre en place. Juste comme ça, c'est un tout petit peu comme en période Covid, il faut un masque pour se protéger. Là, c'est un disclaimer, vous le lirez. Donc, état des marchés financiers. C'est toujours intéressant parce que vous avez tous souffert, j'imagine, dans le plus profond de votre être financier de 2022. Donc, en gros, les actions mondiales ont perdu 14 000 milliards de dollars en capitalisation boursière. Pas mal. Il y a eu près de 300 hausses de taux d'intérêt par les banques centrales de plusieurs pays. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu 300 hausses de taux d'intérêt juste aux États-Unis. Évidemment, c'est si on fait une somme de toutes les banques centrales. Qui a donné le là dans cette partition? C'est la Fed aux États-Unis. Donc, les bons du Trésor américain pour les États-Unis, les obligations allemandes pour l'Europe, parce que le Bund, c'est considéré quand même comme étant le taux le plus hors risque en Europe, qui constitue donc les références, ont baissé entre 17 et 25% en dollars. Si on prend en euros pour les obligations allemandes, ce sera encore plus, parce qu'évidemment, l'euro a baissé contre le dollar étant en période de crise une valeur relativement refuge, comme étaient le franc suisse et le yen japonais. La hausse de près de 15% du gaz naturel, mais ça c'est depuis le début de l'année à la fin de l'année 2022, d'accord, a été la hausse la plus importante de toutes les matières premières, mais il est en fait que pendant l'année 2022, les prix du gaz naturel ont grimpé jusqu'à 140%. Et ensuite, dans la nouvelle économie, dans les nouveaux marchés, le Bitcoin a perdu 60% de sa valeur toujours en 2022. Alors évidemment, vous avez vu les nouvelles, l'Empire FTX, Celsius et toutes les monnaies dites stables comme le Terra et le Luna. Le prix de la guerre, ça c'était pris d'une présentation de Fontobel, qui accessoirement est un des sponsors des DOTS. Regardez 2022, donc c'est le petit losange en bleu sur le cadran en bas à gauche. Donc vous voyez que le rendement des actions aux États-Unis, en gros, moins 20%, et que vous regardez aussi que le rendement du bon des trésors, moins 20%. Donc, si vous aviez, et vous avez certainement lu dans la presse, un portefeuille 50-50 ou 60-40, vous auriez perdu de l'argent. Ça veut dire, tout simplement, que tout était corrélé. Donc, normalement, quand les actions baissent, on se dit « Ah, j'achète plus d'obligations parce qu'elles ne vont pas baisser, parce que c'est sûr. » Faux. Et pourquoi? Rappelez-vous le slide d'avant. 300 hausses de taux d'intérêt par les banquiers centraux, qui dit hausse des taux, dit que la plupart de vos obligations, en termes, non pas de rendement, mais en termes de prix, ont baissé. Donc, c'était une année assez moche. Regardez 1931,
les actions avaient fortement baissé, hein, moins 40%, mais les obligations étaient relativement flat. Elles étaient peut-être à moins 2, moins 3%. Donc, 2022 a été une année particulièrement douloureuse pour les investisseurs et ceux qui étaient nés en 1929 s'en rappelleront quand même. Le prix de la guerre. Donc ça, c'est Morningstar qui est sorti. Donc c'est, si j'avais pris aux États-Unis les core bonds, c'est-à-dire vraiment le AAA, le truc le meilleur du truc, c'est 13% de baisse en 2022. Si vous preniez les bons du Trésor, moins 12,44. Et donc, si vous descendez tout, même les tips, hein, ce qui, rappelez-vous, on en avait parlé à l'époque, les obligations liées à l'inflation, même celles-là ont perdu pratiquement 12%. Long-term treasuries, qui est un petit peu en bas, à moins 29%, ce sont vraiment, plus c'était long, c'est-à-dire si vous alliez sur du 30 ans, vous perdiez encore plus. Sur la droite, vous voyez les actions américaines, donc le US market en général, moins 19%. Ceux qui sauvaient le marché, c'était les gens qui avaient acheté value. Et dans value, il faut se rappeler qu'il y avait particulièrement les titres pétroliers. Donc, flat, alors que growth, c'est-à-dire la tech, moins 36%. Et donc après, quand vous descendez, les marchés développés, les marchés émergents, donc vous voyez que effectivement, tout le monde en a pris plein la figure. Si on continue par rapport à des secteurs, donc les cycliques, ça a plus ou moins tenu, les services financiers aussi, parce que les financiers financiers, quand les taux d'intérêt montent, eux se font des marges plus importantes. Et quand on regarde au niveau de ce qu'ils appellent sensitif, donc vous voyez que l'énergie a gagné 62%. Donc, petite parenthèse, tous ceux qui étaient EFG, enfin, tous ceux qui étaient liés « Je protège la nature », dont j'en fais partie, ont perdu une opportunité de gagner de l'argent. La Suisse en est bien tirée, entre guillemets. Pourquoi? Parce que si vous regardez tout au fond dans les défensifs, le healthcare, donc le domaine de la santé, n'a perdu que 5%. Donc on voit que le côté défensif, c'était pas mal. Quand on regarde sur la droite, au niveau des pays, vous voyez comme ça que la Turquie est montée de 109%, mais qui a acheté la Turquie? Personne à mon avis. L'énergie, 62% de hausse, ce qui est exactement ce que vous voyez sur la gauche, donc l'énergie 62,5%. Broad hedge funds, alors plus 24%. Ceux qui ont gagné de l'argent dans les hedge funds, ce sont surtout ceux qui étaient considérés comme global macro plus qui étaient trend follower. Parce que trend follower veut dire ils se sont mis à donf sur l'énergie et ça payait. Aerospace and Defense, 14% de hausse, enfin pratiquement 15%, ce qui semble normal, considérant que les Américains nous ont gavés avec toutes leurs armes, tanks qui arrivent maintenant avant ceux, les léopards allemands. Donc eux profitent, mais plein pot de ce qui se passe en Ukraine. Par contre, quand on voit ce qui était tech, on voit qu'effectivement, semi-conducteurs, moins 37% et software application, moins 44%. Donc en gros, nous avons besoin d'armement, mais pas de tech. Rappelons-nous juste une seconde que dans l'armement, il y a beaucoup de tech. Le prix de la guerre aussi au niveau des matières premières, comme ça vous voyez un peu le gaz naturel en bleu, donc vous voyez pourquoi à un certain moment on a gagné 140%, donc c'était en août-septembre de l'année passée. Et puis vous voyez surtout que ce prix du gaz naturel a fortement baissé depuis ses plus hauts, vu qu'on est légèrement à la hausse par rapport au début d'année, donc ces fameux 14% de hausse. Mais quand vous regardez le cuivre, donc Dr Copper, comme dit et comme écrit Thomas, bah ça n'a pas fait terrible. C'est toi qui m'as appris ça. Non. Si, Dr Copper. C'est vrai? Ah ouais, merde. Donc voilà, donc après l'or qui soi-disant est une valeur refuge, n'a pas fait grand-chose non plus. Alors évidemment, c'est pas forcément une matière première, dire ce sont les métaux précieux. Donc vous voyez que c'est pas évident. Mais surtout, vous voyez aussi qu'en vert, le prix du pétrole par rapport à décembre 2021 est légèrement plus bas. On va dire qu'il est flat. Donc on a eu une forte hausse, ça a rebaissé. Mais ce qui était manifestement
perturbant, c'est le prix du gaz naturel. Last but not least, par rapport à 2022, le Bitcoin, vu qu'on en parlait avant, qui a perdu qui a perdu 60%. Donc, regardez le Bitcoin et l'Ether. Regardez le graphique, il est parlant. Donc, janvier 2022 et ensuite décembre 2022 aussi. Donc, on est à moins 60, à moins 65%, selon ce que vous avez choisi, le Bitcoin ou l'Ether. Donc, ça, c'était l'image de 2022. Donc, comme dirait la reine d'Angleterre, malheureusement décédée pour elle, c'était Annus Horribilis. Janvier. Dans le vert, alors, c'était extraordinaire. Tout le monde s'est réjoui d'avoir gardé ses actions dans la tech et compagnie, enfin ceux qui les ont gardées. Donc, on voit qu'effectivement, sur un mois, ce soit value. Donc, si vous prenez la table de gauche, donc le MSCI World a gagné 7,1%, c'est en dollars. Value 4,7%. Alors, ce qui était value avait très bien performé en 2022 par rapport à growth. Donc, growth, c'est un peu sa revanche. Les petites compagnies, donc le World Smaller Companies gagne 9,3%, c'est un peu la revanche aussi. Et les pays émergents, c'est le MSCI EMU. Et vous voyez qu'elle a gagné pratiquement 12%. Donc, ça, c'était la revanche, surtout par rapport au MSCI EMU de la Chine, du marché chinois. L'Europe aussi, finalement, a gagné plus que les États-Unis. Tant mieux, les Européens ont crié, comme les Français, cocorico. Si vous regardez au niveau du fixed income, effectivement, ce qui a gagné de l'argent, c'est toujours les marchés émergents, 4,7%, et le high yield que vous voyez tout au fond. Donc, vous avez le global high yield et l'euro high yield, pas l'euro, parce qu'évidemment, il y a le problème de l'euro contre dollar, mais le high yield global a gagné 4,3%. Donc, ce qui était considéré comme risqué en 2022 et qui s'est pris une claque, a rebondi en 2023. Janvier. Donc, question à Thomas. Quid de la suite? Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je suis très mal à l'aise en ce début d'année. Et ceux qui me regardent tous les matins, ou qui me lisent, ou qui m'écoutent tous les matins, doivent le ressentir. D'ailleurs, j'ai déjà eu des remarques comme quoi j'étais trop négatif. Et j'avoue que je suis un peu perturbé. Je suis un peu perturbé parce qu'on a eu un rebond massif depuis début janvier, on ne peut pas le nier, ça c'est clair. Et puis comme disait l'autre, il ne faut pas aller contre la tendance, donc il faut continuer à aller dans la bonne direction. Mais c'est vrai que j'ai de la peine à justifier finalement le rebond. Et puis finalement, ça se résume en différentes choses. Tout d'abord, il y a un truc dont on parle très très peu, c'est les inflows, donc le nombre de gens qui ont investi, le volume financier qui a été injecté dans les marchés depuis le début de l'année. Et c'est énorme. Statistiquement, je crois que c'est quasiment plus que l'année dernière en entier. Donc, il y a eu un énorme inflow qui est arrivé dans les marchés au début du mois de janvier. Donc, forcément, il faut trouver des vendeurs. Donc, ils ont fait monter le marché. La grande question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est quid du reste de l'année? Est-ce qu'ils vont rester là? Ou est-ce qu'on va continuer à avoir des inflows régulièrement jusqu'à la fin de l'année? Ou est-ce que finalement, c'était juste un coup d'essai pour dire est-ce que ça va vraiment partir? Et puis après, l'autre chose sur laquelle on se concentre massivement aujourd'hui, c'est clairement l'inflation. C'est clairement de savoir si on a gagné ce combat contre l'inflation et que finalement, eh bien, ça va se résorber tranquillement. Et donc, la Fed n'aura plus besoin de monter les taux. Et donc, à terme, on va rentrer dans une zone de plateau. Et donc, à la fin de l'année, quand potentiellement on sera en récession, la Fed n'aura plus qu'à baisser les taux pour relancer l'économie. C'est un plan qui se déroule sans accroc. Moi, les trucs à 12 mois où on sait déjà exactement ce qui va se passer et quand ça va se passer, je me méfie toujours un petit peu. On voit aussi aujourd'hui que notre seule préoccupation principale, c'est l'inflation, la récession, ce que disent les banques centrales. Donc, on vit de banque centrale en banque centrale et on va en reparler puisque demain, à 14h30, on a le CPI américain qui va sortir pour le mois de janvier et on sait tous déjà qu'en fonction de celui-ci, notre vie ne sera plus jamais la même. Comme on a déjà dit lors du dernier FOMC meeting, comme on a déjà dit lors du dernière intervention de M. Powell, bref, à chaque fois, on pense que tout va changer et à chaque fois, on joue sur des mots et c'est une question d'interprétation. Vous prenez le dernier FOMC meeting, quand on voit ce qu'a déclaré M. Powell, il n'y avait rien d'extraordinairement bullish, ni d'extraordinairement optimiste. Mais par contre, nous,
les investisseurs ont été chercher ce qui nous intéressait. Il a dit qu'il ne voyait pas la raison, il voyait pas de raison de monter, de baisser les taux d'ici la fin de l'année, mais qui s'autorisait à le faire en fonction de ce qui pourrait se passer de point de vue économique. Donc, ça veut dire que pour l'instant, en fonction de ce qui se passera, il pourra le faire. Sauf qu'aujourd'hui, il n'en sait rien. Mais nous, on a dit, ah, il va le faire. Point. Donc, on interprète un peu les choses comme on a envie de les interpréter. Et puis, finalement, vraiment, c'est beaucoup plus drôle quand ça remonte. Surtout qu'après une année horribiliste comme on vient de vivre, on a tous besoin de se refaire. Les gérants de fortune, les gérants de fonds, les gars qui se sont pris 22% l'année dernière dans les dents, eh bien, cette année, il ne peut pas tellement se permettre de reprendre 22% dans les dents. Donc, forcément, ça rend tout le monde plus content. Par contre, ce qu'on a quand même oublié, c'est qu'en début d'année, en fin d'année dernière, plutôt, ils sont tous venus nous dire, les stratégistes, oui, cette année, on va aller à tel niveau sur le S&P 500, l'objectif, c'est tant de pourcents. Ils étaient extrêmement conservateurs au mois de décembre. D'ailleurs, aujourd'hui, je l'ai déjà dit et répété plusieurs fois, aujourd'hui, le target moyen du S&P 500, c'est 4080, je crois. Bon, on est dessus, voilà, on est dessus, donc c'est fait. En gros, on y est allé. Et aujourd'hui, si vous prenez la totalité, une grande partie des grosses banques américaines, et même suisses, et même françaises, qui ont fait des targets, qui ont donné des targets pour 2023, il y en a, je crois, 20% qui sont au-dessus de 4100, et le plus optimiste est à 4500. Mais tous les autres, ils sont dans cette zone-là. Donc aujourd'hui, on a 70-75% des analystes qui ont déjà atteint leur target début février. La question, c'est qu'est-ce qu'on va faire du reste de l'année? Est-ce que réellement, on a encore le potentiel de croître de manière assez dingue? Et quand on regarde, effectivement, Marco le montrait tout à l'heure, le value, tu le montrais tout à l'heure, le value a cartonné, mais on voit déjà qu'en début d'année, le Dow Jones est dans le commun et tout le monde est en train de racheter du Nasdaq, du SOX, parce que tout le monde se dit, cette année, c'est de nouveau le retour de la croissance. Ce qu'on peut espérer. Mais en même temps, la grande question qu'on a autour de tout ça, c'est l'inflation, c'est l'économie, la macro. Et aujourd'hui, on a tous préparé notre scénario pour 2023 avec cette inflation qui va gentiment décroître. Comment il a dit le jour, Powell, la désinflation, le processus de désinflation a commencé, traduit en français, un truc comme ça. En gros, on est en train de se dire que l'inflation, c'est un chart. On a une tendance baissière qui est en train de se dessiner sur l'inflation. Et donc, on se dit, super, l'inflation baisse. Et donc, comme elle baisse à coût de 0,34, 0,3, 0,5% par mois, on fait nos calculs, puis on se dit, logiquement, au mois de décembre, on est à 3%, puis c'est plié. Le seul point qui me fait un petit peu peur aujourd'hui, c'est et si ça ne se produit pas? Et si l'inflation, finalement, ne baissait plus? Si elle s'arrêtait, alors je ne dis pas forcément demain à 6,2, mais peut-être qu'elle va s'arrêter à 5, puis elle va rester à 5%. Que va faire la Fed? La Fed, ils ne vont pas pouvoir baisser les taux, ils vont devoir maintenir cette pression contre l'inflation, et si l'inflation refuse absolument de baisser, ça va quand même, la hausse des taux va ralentir l'économie, et donc on va arriver en récession, et aujourd'hui on a tous pressé une gentille récession, pas une méchante. Il ne faut pas espérer qu'on va pas espérer qu'on ait une méchante, mais ça me fait quand même un tout petit peu peur. Donc ça m'inquiète un tout petit peu, parce que j'ai l'impression qu'on est parti sur un mois de janvier, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, et que si tout d'un coup, le plan qu'on a prévu qui ne se déroule pas sans accroc, on va avoir 2-3 problèmes. Et c'est ce qui m'inquiète un tout petit peu aujourd'hui, parce que finalement, la problématique qu'on avait l'année dernière et qui a entraîné cette baisse des marchés, il n'y a pas grand-chose qui est réglé. Tu parlais tout à l'heure du pétrole. Alors le pétrole, c'est génial. Alors on nous dit, le pétrole il est au même niveau que l'année passée au début de la guerre. Alors je ne sais pas si vous êtes amusé à comparer le prix du plein d'essence aujourd'hui, parce qu'il n'est pas le même tout à fait. Le pétrole est au même niveau, mais pas du tout le prix du plein d'essence. On a pris 30 ou 40 centimes le litre, mais par contre, le pétrole est au même niveau. Donc, je ne sais pas qui se voit au passage, mais ce n'est pas nous. Ça, c'est sûr. Donc, ça reste un point inflationniste inquiétant. Vous regardez les matières premières, il y en a effectivement certaines qui ont corrigé, mais il y a quand même des biens de consommation immédiats dont on ne peut pas réellement se passer, qui sont quand même vachement chers. Et donc, ça, je me demande quel est l'impact réel, parce qu'aujourd'hui, on nous dit oui, mais l'inflation est en train de se régler, c'est pas un problème. Je crois que la semaine dernière, il y a un des gouverneurs de la Banque de France qui a dit ouais, mais c'est bon, l'inflation, c'est réglé. Oui, c'est réglé. À 9% en Allemagne, je n'ai pas l'impression que c'est réglé non plus. Mais bon. Bref, donc du coup, on a ce côté, qu'est-ce qui est réellement pris dans l'inflation? Et quand vous faites un sondage autour de vous, je ne sais pas, amusez-vous, posez des questions à des gens autour de vous. J'étais l'autre jour à la télévision, j'étais invité à la télévision. Et avant d'aller à la télévision, je me retrouve au maquillage. Et la maquilleuse me dit, vous venez parler de quoi? Et je dis, je viens parler de l'inflation. Et elle me dit, en tout cas, on va dire, elle sent bien l'inflation parce que quand je vais faire mes courses à la Migros, c'est pas pareil qu'avant.
Donc, du coup, on nous dit l'inflation va mieux, mais finalement, les gens qui sont dans la rue, ils ont tous, quand vous discutez entre vous, s'il y en a un qui me dit qu'il a l'impression que ça va mieux que le mois de mars l'année passée, j'aimerais bien le rencontrer parce que je ne suis pas convaincu que ce soit la réalité. Donc moi, tout ça m'inquiète parce qu'on est en train de pricer une année fantastique pour autant que le plan se déroule sans accroc. Merci, monsieur Hannibal Smith. Mais supposons que le plan ne se déroule pas sans accroc, qu'est-ce qui va se passer? Alors, je ne vais pas revenir sur l'histoire de la théorie du Super Bowl de hier soir, parce que ceux qui ont gagné le match, ça veut dire que le marché est riche, mais en gros, voilà, je suis, comment on disait à l'époque, prudemment optimiste. Optimiste parce que c'est ma nature, mais prudent parce que j'ai un peu l'impression qu'on va vite en besogne pour ce début d'année 2023. Alors, j'espère qu'on va finir. J'entends, si demain on me dit on finit à 4100 sur le S&P le 31 décembre, je signe tout de suite, dans les conditions actuelles. Mais j'ai un peu l'impression quand même qu'on est revenu aussi très vite dans la thématique du c'est bon, c'est reparti. Et d'ailleurs, il y avait des statistiques l'autre jour qui disaient que les petits clients retail qui se sont retirés du marché en fin d'année 2022 sont tous déjà revenus. Mais par contre, quand vous regardez quel est leur centre d'intérêt, il y a deux centres d'intérêt, c'est Tesla et l'intelligence artificielle. Et tout le reste, on s'en fout. Et tant qu'il n'y a pas une réelle durabilité dans l'investissement et que les gens ne sont pas en train de reconstruire des portefeuilles avec une vision un peu plus long terme et un peu plus stable, j'ai l'impression qu'on a peut-être encore une dernière leg à faire. Et je l'avais déjà dit en fin d'année dernière, j'aimerais bien qu'on aille retester les plus bas du mois d'octobre une dernière fois pour pouvoir se reconstruire. D'ici là, j'ai quand même l'impression qu'on nous, on nous aurait menti, on nous aurait menti à l'insu de notre plein gré. Accessoirement, on a quand même déclenché une grosse partie du sell-off à cause de l'inflation et l'autre partie parce qu'on était en guerre et que la guerre était aux portes de l'Europe. Je vous défie de trouver un journal financier qui parle de la guerre en Ukraine plus d'une fois par semaine aujourd'hui. Et donc, le problème est toujours présent quand même. Donc, voilà. Je reste quand même plutôt prudemment optimiste. Désolé d'avoir pris autant de temps. Non, non, non. Voyons ce que janvier dans le vert, là c'était pour vous montrer le SMI, pour rester sur une note positive avant de passer à la note un peu moins positive. L'Outlook 2023. Oui, alors, reviens juste 2 secondes. Je reviens sur le SMI, parce que là, le SMI, bon, d'abord, c'est un chart qui date de septembre 2022. Voilà. Mais ça, c'est quoi? C'est fin janvier. Ouais. Aujourd'hui, on est déjà 300 points plus bas sur le SMI, parce que plus personne veut du. Novartis a sorti des chiffres pas mauvais, mais beauf. Roche a sorti des chiffres pas mauvais, mais beauf. Nestlé va sortir des chiffres cette semaine. l'UBS a sorti des excellents chiffres, mais ce n'était pas assez bien par rapport aux attentes. Zurich a sorti des bons chiffres, mais ce n'était pas assez bien par rapport aux attentes. Et puis Crédit Suisse, bon, on ne va pas parler de Crédit Suisse parce qu'on va se marrer pendant une demi-heure, et c'est pas le but. Donc, mais l'idée quand même, c'est que derrière tout ça, on a quand même une situation qui est assez incroyable, c'est qu'aujourd'hui, on a un marché pour la Suisse qui est le mieux barré en ce moment. Techniquement, c'est le pire graphique qu'on ait en Europe, et même avec les États-Unis. On est en train de casser la tendance ascendante du SMI. Et je me demande qu'est-ce qui peut faire remonter le SMI, puisque personne n'a envie d'acheter le titre qu'il y a dedans. On va prendre l'Outlook. Donc, déjà, vous ouvrez la bouteille de rouge, le whisky et la caipirinha. Hop. Alors, prenons les gens très éclairés qui nous entourent, JP Morgan. Donc, pour eux, comme disait Thomas, leur scénario, c'est que la Fed devrait interrompre ses hausses d'ici la fin du premier trimestre 2023. Bon, ok. Donc, ce qu'il faut savoir, juste un petit truc. Ça, c'est un économiste Cohen. Là, non, pas Abi, non, en France, qui disait effectivement, ce que veut la Fed, c'est mettre l'économie en récession, parce que quand on met l'économie en récession, il y a un ralentissement de l'inflation. Comment est-ce qu'on la met en récession? On vire du personnel. Et si vous regardez, il y avait même un article aujourd'hui dans Zero Hedge, effectivement, dans des mecs qui est un peu de la conspiration, mais pour certaines choses, il a raison. Si vous regardez, c'est la première fois depuis fort longtemps où on voit des annonces de licenciements dans tous les domaines, spécifiquement la technologie, mais aussi ailleurs. D'où ce que vous devez savoir, grande discussion autour d'un verre de rouge aujourd'hui, c'est en fait l'inflation, c'est aussi les salaires. Donc, les gens voudraient une augmentation de salaire qui soit liée à l'inflation, certes, mais ce faisant, on crée de l'inflation
Pourquoi? Parce que les salaires font partie de comment est-ce qu'on calcule l'inflation. Donc, aux États-Unis, pour eux, du moment qu'on met l'activité économique en récession, ça veut dire qu'on vire du personnel. Et donc, si on vire du personnel, ceux qui sont toujours en place ne vont pas demander des augmentations de salaire. Pardon de faire cette définition. C'est le modèle à la con qu'on apprend à l'Uni et c'est très, très dérangeant. Enfin, donc, pour eux, les rendements du Trésor américain devraient tomber à 3,4%. Toujours selon JP Morgan, on devrait retester les plus bas de 2022. Donc ça serait un peu ton souhait, qu'on reteste un peu 2022 dans les plus bas pour pouvoir remonter. Donc après, on repartirait pour aller atteindre 4200 d'ici à la fin de l'année. Pour les métaux de base, et une métaux de base, c'est intéressant, donc, dont fait partie Dr Copper. Donc c'est une année de transition, bravo, on applaudit dès demain. Donc on devrait retester les points bas, atteints plutôt cette année vers mi-2023. Pourquoi? Parce qu'effectivement, si nous sommes en récession, ça veut dire qu'il y a ralentissement de l'activité économique, donc on va moins utiliser de métaux de base. Pour les métaux précieux, donc on dissocie les métaux de base et les métaux précieux. Donc le palladium toujours, parce que le palladium, voire peut-être le platinum, ça pourrait être en hausse parce qu'on est dans une transition écologique et puis on a besoin de certains types de métaux pour cette transition écologique. Par contre, le prix de l'or et de l'argent, comme elles sont plus ou moins corrélées, plus ou moins, donc le prix de l'or devrait atteindre en moyenne 1860 $ au quatrième trimestre. C'est pas non plus énorme. Donc là, c'est un tout petit peu ce que disait Thomas. En fin d'année passée, la plupart des gens attendaient une hausse d'environ 10%, hausse qu'on a faite, qui était faite le mois de janvier. C'est plié. L'outlook, donc ça c'est aussi de Fontobel, c'était assez intéressant, c'est par rapport à la politique de la Fed au niveau des taux. Donc on voit qu'effectivement, on a, enfin la Fed, nous pas, mais la Fed a haussé rapidement les taux. Donc rapidement les taux veut dire que normalement, ça devrait avoir un effet sur l'économie. Alors, l'économiste de Fontobel disait à fort juste titre qu'aux États-Unis, le prix de l'immobilier commence à baisser parce que le prix de la dette hypothécaire commence à grimper fortement. Point numéro 1. Point numéro 2, ce qu'il voyait, c'est que les voitures de seconde main, d'occasion, les ventes sont à la baisse très fortement. Donc on se rend compte que le consommateur, parce que c'est ça aussi le nerf de la guerre, c'est le consommateur aux États-Unis. Et donc le consommateur commence à ressentir les effets des taux élevés. Donc, ralentissement de tout ça, donc l'idée de la récession, donc à un certain moment, les taux d'intérêt de la Fed vont baisser pour relancer une économie qui a été d'une certaine façon nettoyée, comme diraient les professeurs du MIT. Pour la Suisse, j'ai pas trouvé grand-chose, mais la Zurich Assurance, donc selon les économistes, la BNS continue sa politique de hausse de taux pour lutter contre l'inflation. L'objectif serait d'atteindre 1,5%. Franchement, on peut se poser la question, effectivement, est-ce qu'il faut encore étudier l'économie politique à l'université? Les rendements des obligations d'État à 10 ans, j'ai mis 10%, pardon, devraient rester environ 1%. Donc, pas grand-chose par rapport à ce qu'il y a maintenant. Et selon les analystes de Schroeder, environ 13 des 20 actions du Swiss Market Index en 2023 seront en mesure de bien résister à la tempête. Ils ne nous ont pas dit quels étaient les 13. Pas Crédit Suisse en tout cas. Donc, Crédit Suisse, bien que résister à la tempête, s'ils ont baissé les voiles. Oui, les deux voiles. Les deux voiles. Bon. Connerie. Donc, stratégie. Nous avons regardé avec Thomas, puis on s'est dit, il y a deux trucs quand même dans les dots qui sont intéressants, c'est aussi de travailler à court terme et pas forcément à long terme. Le court terme, ça veut dire quoi? Comme disait Thomas, CPI demain, première chose. Deuxième chose, comme ceux qui regardent régulièrement la télévision l'ont quand même compris, le 24 février, c'est l'anniversaire malheureux de la première année de la guerre de l'Ukraine. D'où certains experts sur les plateaux de télévision disent qu'il se pourrait que pour fêter ça, Poutine envoie encore plus de matos sur l'Ukraine. C'est les mêmes qui faisaient l'expert Covid à l'époque.
Juste pour savoir. Non, parce que là, c'est des généraux, ce sont des généraux. D'accord. C'est pour ça. Enfin, quelques-uns, paraît-il, ont fait la guerre. Bon, enfin, c'était pas des généraux suisses, en tout cas. Donc, d'après Wall Street, quand on regarde un tout petit peu les bullish et les bearish, donc le S&P 500, ce serait entre 3675 à 4500. Donc, vous voyez, là, c'était à fin 2022. En fait, ça serait même plus tard que fin 2022. C'est sur 5 ans, donc on était environ à 4100 vendredi à la clôture, environ un peu plus bas parce que ça a baissé. Donc 4080, donc vous dites 3675, 4500. Vous voyez sur le graphique ce que ça donne, 3675, 3600. Donc c'est le bas, le dernier plus bas de la petite séance. J'ai mis exprès, enfin je n'ai pas mis exprès les dates en dessous. Comme ça, il n'y a pas de problème. C'est juste un graphique. Donc, l'impression serait que effectivement la tendance baissière qui avait été cassée serait retestée d'une certaine façon. Donc 3675. 4500, c'est ce que vous voyez ici, d'accord? Et donc la tendance baissière, c'était ça, puis voilà, on arrive à être 3675 et ce genre de choses. Donc voilà ce que ça donne d'après Wall Street, 12 mois. Donc, pour celui qui se dit, moi je pense vraiment qu'il n'y a pas de problème le 24 février, il n'y a pas de problème au niveau du CPI, donc il n'y aura pas de surprise négative au niveau de l'inflation. Donc, on restera encore sur l'idée que la Fed pourrait rebaisser les taux à un certain moment. Donc, il y a un call 4000. Donc, rappelez-vous, nous étions sur le graphique à 4080. Donc, nous sommes légèrement in the money, très légèrement. On va dire qu'on est pratiquement at the money. Vous voyez que le call, depuis début 2021, évidemment a baissé parce que 2022 a été une année horrible. Donc, évidemment, ce call a baissé fortement pour avoir perdu, depuis qu'il avait été édité en septembre 2022, il a perdu 66%, un petit peu plus, pour éviter le chiffre du diable. Donc, la personne qui se dit ça peut remonter à 4500 pourrait imaginer une seconde que le prix de 1,5 franc pourrait remonter entre 7,5 et 8. Donc, ça serait énorme. Mais bon, ça ne serait pas en un jour parce que Rome n'a pas été fait en un jour. Donc, la volatilité de cet instrument est de 21,7%. D'accord? Et l'idée, c'est que vous devez avoir un ratio de 100. Ça, c'est sur la droite de votre écran. 100, ça veut dire que pour qualifier pour un mouvement d'un point sur le S&P 500, vous devez acheter 100 calls. Donc, ça va vous coûter 100 et quelques francs. Donc, c'était 1,5 à peu près. Donc, ça vous coûterait 150 francs pour qualifier sur un call. Donc, le prix d'exercice est de 4000 que vous voyez ici. Donc, 100. La dernière date de trading passait un varan avec une date, c'est le 16 mars 2023. Pourquoi avoir pris une échéance aussi courte? C'est que l'idée, c'est de regarder si entre le CPI demain, alors il faudra l'acheter demain matin si vous voulez acheter un call, et le 24 février, nous sommes dans la durée de vie de ce varan, et donc vous allez payer très peu de primes temps, vous allez vraiment jouer. Et jouer, c'est le fameux delta de 0,65. Ça veut dire que grosso modo, pour chaque point que vous gagnez sur le S&P 500, vous gagnez 0,6, enfin 65 centimes. D'accord? C'est un petit peu ça l'idée. Donc c'est une fusée. Donc c'est quand même une fusée. Dans l'autre sens aussi. Hein. Et là, il y a le put. Et le put, vous voyez que depuis 2021, on rigole, mais ça a aussi perdu environ 60%, enfin 79,92% si vous regardez tout au fond, variation en pourcentage. Là, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le marché a baissé, le marché est remonté, mais malgré tout, il y a aussi une prime temps. Donc la prime temps, le temps a passé, et ça a lutté d'une certaine façon contre la valeur de ce put. Par contre, si vous l'aviez acheté tout au début en 2021, donc c'est pratiquement septembre, octobre 2021, vous auriez pu gagner une fois 42 à 45%, une fois pratiquement 50%, et après ça s'est cassé la figure depuis le mois de novembre parce que le marché s'est calmé.
et après a commencé à rebondir. Donc, si vous regardez le graphique, donc ça c'est le put, donc vous voyez que le prix d'exercice est aussi la dernière date de trading le 16 mars, et vous voyez aussi que le delta est 0,35. Donc, OK. Si vous regardez maintenant les deux instruments, ça c'était vraiment pour vous montrer les deux instruments. Si vous aviez acheté en même temps en février 2022, donc ça c'était quand le plus jeune des produits a été émis. Donc en orange, vous voyez ce qu'a fait l'indice de référence, le S&P 500. Donc vous avez l'impression que ça n'a pas fait grand-chose, hein. En gros, ça fait 0%. Mais par contre, vous voyez comment ont vécu à la fois le call et le put. Le call, j'ai mis tout en dessous, c'est en noir et le put, c'est en bleu. Donc vous voyez que ça, c'est une très bonne histoire. C'est-à-dire que vous achetiez un call, un put en vous disant je peux gagner, je peux perdre, enfin, etc., etc. Net, vous aviez perdu la prime temps. Donc vous n'auriez rien gagné si vous aviez gardé cet instrument depuis février 2022 à maintenant. D'où, avec les dots, avec les options, dans ce cas-là, ça vaut la peine de trader, donc trading. Eurostock 50, 4370 pour la fin d'année. On est à 4002, grosso modo, donc c'est pas non plus terrible. Mais si vous regardez depuis le plus bas 3003, vous êtes monté à 4002, vous êtes proche des plus hauts de l'époque, enfin le plus haut absolu, sur 5 ans. Donc vous dites, là, je prends mon profit, a priori. Pourquoi? On est monté vite. Hein. On est monté vite. Point numéro 1. Point numéro 2, l'Europe est quand même un continent relativement fragmenté. Le stock 50, regardez la composition du stock 50 parce que vous verrez plus ou moins pourquoi il faut vendre ou pas. Si je prends un call 4002, donc pourquoi 4002? Parce qu'avant on était à 4198, donc c'est 4002. Donc, at the money, on va dire ça comme ça. Donc vous voyez que c'est sorti, c'est un call, c'est un instrument de Société Générale qui est sorti en janvier 2023. Donc si vous l'aviez acheté au prix d'émission, quand le graphique a été fait, vous auriez pu gagner 35%. Donc vous dites, je l'achète à 0,65, je le revends à 0,9. Donc c'est assez intéressant, 35% de hausse, ça vaut la peine. Donc ça de nouveau, si vous voulez jouer court terme, on peut imaginer que si on repart plus haut, on pourrait repartir vers les 1 franc 17 à 1 franc 20. D'accord? Donc 0,9, 90 centimes à 1 franc 20, c'est quand même 30% de hausse de nouveau. Mais on voit quand même que sur les quelques derniers jours, il y a un rapide dégonflement de la prime parce qu'on a quand même monté très très vite. Ouais. Et que finalement, pour cartonner là-dessus, il va falloir que ça explose et on revient quand même de quasiment 900 points depuis les plus bas. Quoi. Ouais. Donc, mais ça, c'est vraiment, de nouveau, c'est de la spec. Hein. Là, c'est un webinaire sur la spec. Donc, quand vous regardez les VAR call, donc vous avez quel est le delta, le ratio toujours 100, le coût, et la dernière date de trading, c'est le 17 mars 2023. Donc, il y a une échéance. Le 17 mars 2023, toutes choses étant égales par ailleurs, il n'y a plus de call. Si on prend un put, alors le put, évidemment, c'était l'inverse, parce que si vous vous rappelez du graphique, ben, on était monté très fortement, d'où le put pour jouer la baisse se dégonfle très fortement, donc ça ne vaut pratiquement plus rien. Donc depuis le mois de septembre 2022, date d'émission de l'instrument, si vous l'aviez acheté, vous seriez en train de perdre pratiquement 97%. Ça, c'est en bas, tout en bas. Vous voyez la variation, moins 97%. Là, vous avez, alors là, c'est un put 3700. Là, pour le coup, c'est vraiment de la pure spec. C'est-à-dire, si tout part en vrille sur le prochain mois, là, vous pouvez faire un max de levier. Donc ça a vraiment de l'intérêt. L'effet de levier est 23, donc vous comprenez que là, vous pouvez faire vraiment beaucoup d'argent. Pure spec, toujours échéance le 17 mars 2023. Donc, très court. Là, vous jouez un mois. Nous sommes le 13 février. Le 17 mars, cet instrument n'existera plus. Et en fonction de ce qui va se passer dans les marchés, vous pouvez beaucoup gagner ou, grosso modo, vous pouvez tout perdre. Si demain l'inflation sort à 7%, c'est goal. Voilà, par exemple. SMI, alors Trading Economics, 10 165 pour la fin d'année.
Je veux dire, en gros, rien ne se passe. Alors, quand il n'y a rien qui se passe, c'est très embêtant de travailler avec les dots. Ah, ça fait 10% plus bas. Hein. Ouais, environ. Ouais. Ouais, 10%. Allez, soyons fous. Soyons fous, et puis on va dire qu'on descend encore plus que le 10 165. Donc, on en revient toujours à la même histoire. Selon les chiffres de demain, selon ce qui va se passer le 24 février, tous les marchés peuvent soit respirer, soit partir en apnée et partir en vrille. Donc, de nouveau, soyons très clairs, c'est la pure spec. Donc là, j'ai choisi un varan knockout. D'accord? Le knockout, c'est parce qu'il y a une barrière. Et la barrière, si elle est touchée, rappelez-vous, un varan normal a une durée de vie limitée, un knockout n'a pas une durée de vie limitée, mais a une barrière. Lorsque cette barrière est touchée, le varan, l'instrument DOTS, disparaît. Donc là, c'est un call. Donc je joue la hausse a priori. Donc c'est un varan qui est sorti en janvier 23 et on voit qu'il a déjà perdu 71%. C'est énorme. Après, je peux prendre un short. Alors là, le S&P, le SMI est à 12 000. Rappelez-vous qu'on est en dessous. Donc là, l'idée, c'est de jouer la baisse. Alors, pourquoi ne pas avoir repris un varan comme on avait pris auparavant, un call et un put? Là, l'idée, c'était de dire, vous pouvez choisir d'autres instruments pour jouer la hausse ou pour jouer la baisse. Dans ce cas-là, dans les deux instruments, vous avez un knockout, de toute façon. Donc, il n'y a pas une échéance qui est fixée dans le temps. L'échéance est fixée par rapport au knockout. Donc, si on prend le put, par exemple, on voit qu'il y a un stop loss à 11 740 et nous sommes à 11 218. Donc, si on passe en dessus de ça et qu'on touche les 11 740, votre put disparaît. Tout ça pour dire, pour conclure, parce que ouais, ça prend du temps quand même, que les marchés n'ont jamais tort, les opinions souvent. Donc l'idée, c'était de vous dire, regardez, d'un certain côté, vous avez les opinions des experts qui racontent quelque chose par rapport à un scénario auto-satisfaisant pour tout le monde. Et donc, il y en a un qui en raconte un de scénario, ça a l'air d'être crédible, donc l'autre se met par-dessus, et ainsi de suite. Donc, il se trouve que parmi les économistes, il y a quand même quelques économistes d'une nouvelle école qui commencent à critiquer, en fait, ce que disent les économistes traditionnels. Thomas parlait de l'inflation. Votre inflation n'est pas la nôtre. En plus, celle de Thomas n'est pas la mienne. Considérant qu'on ne consomme pas tout à fait les mêmes choses, en grande partie oui, mais en partie non. Et donc, selon ce que vous allez acheter ou pas acheter, l'inflation est différente. De comparer une inflation en Suisse où le Suisse va se gausser du fait que son inflation est très faible, c'est que le panier de la ménagère en Suisse n'est pas identique au panier de la ménagère en Europe, ni en France en particulier, et n'a rien à voir avec ce qui se passe aux États-Unis non plus. Donc, d'essayer de mesurer une inflation d'un pays par rapport à l'inflation d'un autre pays, c'est, à mon humble avis, complètement stupide. Le problème, c'est que la plupart des opérateurs de marché se fient bêtement, tels les moutons, par rapport à ce qu'on dit inflation PIB. Donc, par rapport à ça, il peut y avoir des surprises. Et ces surprises, ben, vous pouvez, entre guillemets, les jouer, parce que c'est ça, c'est les jouer avec des produits DOTS en travaillant sur de court terme. Évidemment, sur le SMI, là, il n'y a pas d'optionnalité temps. Par contre, il y a une barrière et les barrières sont relativement proches, ce qui veut dire que si vous avez tort, très rapidement, vous allez perdre ce que vous avez. Si vous avez raison, vous allez gagner beaucoup. Dans un varan court terme, votre prime temps ne sera pas un handicap. La volatilité, elle est plus ou moins OK, mais vous allez pouvoir bénéficier d'un effet de levier énorme si ça marche. Comme dans ces varans DOTS, donc tous ces produits OTC, vous ne pouvez pas vendre à découvert ce genre de produit, celui qui dit je veux gagner, je me parier le rouge et le blanc à la roulette,
ben, il va acheter un call, un put, même échéance, mars 2023, et puis après, il fait son choix. Alors, qu'est-ce qu'il va prendre comme put, qu'est-ce qu'il va prendre comme call? C'est en fonction de ce que lui pense de comment vont réagir les marchés. Plus 10%, plus 5%, moins 10, moins 5. S'il pense que les marchés ne vont rien faire, il ne faut surtout pas acheter des dots. Il faudrait shorter des calls out of the money et shorter des puts out of the money, ce qui est extrêmement dangereux parce que là, vous allez avoir des appels de marge. Ce qui donne que... On ne laissera pas faire, de toute façon, je pense. Non, non. Et puis, les dots, justement, répondent à cette question de dire, je veux prendre un pari, mais je ne veux pas perdre plus que ma mise de départ. Ce qui est assez intéressant, en fait, dans les marchés en ce moment, c'est que tout le monde est en train de viser des objectifs plus hauts, plus bas. On a vu tout à l'heure que la plupart des stratégistes ont un target plus haut pour la fin de l'année. Mais en même temps, si vous regardez ce qui s'est passé la semaine dernière, de mémoire, lundi dernier, on a eu quand même beaucoup de gens qui sont venus nous faire des prévisions extrêmement négatives, dont 3 quand même. Morgan Stanley, qui a fait des prévisions, le stratégiste Mike Wilson, sauf erreur, qui a fait des prévisions extrêmement négatives par rapport au rallye qu'on vient de vivre en disant peut-être que c'est terminé. Il n'a même pas dit peut-être, il a dit c'est terminé. David Costin, qui est stratégiste de Goldman Sachs, qui a fait le même type de réflexion. Il faut arrêter ces conneries parce que là, on est monté trop vite. Il y a un autre hedge fund manager dont j'ai oublié le nom. Et puis, le patron de Bank of America, Brian Moynihan, qui a quand même déclaré que pour lui, cette année, le gouvernement américain pouvait faire défaut. Ça, c'est un truc qui est assez frappant aujourd'hui par rapport à l'environnement aujourd'hui. Je suis en train de repartir dans un truc négatif, mais je vais arriver à ce que je voulais dire à la fin. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on est reparti, on a quand même quelque chose qui pose problème et qui a de quoi nous inquiéter. Le plafond de la dette, on n'en parle déjà plus, alors que c'était quand même quelque chose d'extrêmement important ces derniers temps. Et aujourd'hui, tout d'un coup, le plafond de la dette, eh bien, on n'en parle plus. Et donc, du coup, il faut quand même se méfier par rapport à ça. Et je n'ai même pas envie d'imaginer ce qui pourrait se produire si tout d'un coup le plafond de la dette venait à ne pas être renouvelé et qu'effectivement le gouvernement américain faisait défaut. Mais en dehors de tout ça, aujourd'hui, quand on regarde clairement, on a deux possibilités, bear ou bull, un peu comme on l'a dit dans cette présentation. Mais ce qui est assez fou, c'est qu'aujourd'hui, finalement, cette personne imagine un scénario latéral. Alors, je ne dis pas que c'est ce qui va se produire, mais c'est là, ce serait justement contre-indiqué de venir jouer sur les dots, parce que finalement, si on a un scénario latéral, eh bien, vous allez simplement perdre de la volatilité, et finalement, vous aurez des puts, des calls, mais vous n'allez pas forcément vous en sortir. On a besoin, pour pouvoir bien jouer et bien profiter de ces produits-là, d'avoir des variations assez élevées dans les marchés. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai envie de dire, finalement, est-ce que le pire scénario qu'on pourrait rencontrer cette année ne serait pas finalement un scénario où il ne se passe rien et qu'on doit simplement traiter à l'intérieur? Et si on regarde un petit peu ce qui s'est passé ces dernières années, en fait, on n'a jamais eu de période, ou très très peu de périodes, où il ne s'est rien passé. Je me souviens, il y a très longtemps, quand j'ai commencé dans ce métier, dans les années 90, il y a eu une période où il ne se passait strictement rien. On était dans des ranges latérales, des ranges latéraux, pardon, et qu'aujourd'hui, potentiellement, pourquoi ça ne se produirait pas? Bref, tout ça pour dire qu'effectivement, les dots sont des produits de volatilité et c'est des produits qui doivent fonctionner quand il y a de la volatilité. Quelques questions à laquelle on doit répondre. Pouvez-vous nous dire grosso modo quel est le système de calcul de l'inflation qui entre en compte celui de demain, le CPI? Là, je me suis mis sur la BLS, donc Consumer Price Index Overview. Vous pouvez les regarder. Donc, aux États-Unis, en fait, il y a plusieurs groupes qui sont pris en compte. Enfin, la consommation, c'est-à-dire food and beverages, parce que vous mangez ce que vous buvez, mais il y a aussi le housing, donc ce que les meubles, apparel, c'est par rapport à ce que vous achetez comme habit. Vous avez aussi les transports, vous avez l'éducation, la communication, et puis il y a des services aussi, donc il y a des taxes et ce genre de choses. Je vous invite à aller regarder quels sont
les composants des indices d'inflation aux États-Unis, en Suisse, en France, enfin, ou de l'OCDE en général. Comme ça, vous allez voir que cette inflation, effectivement, n'a rien à voir avec ce qu'on pourrait imaginer, nous. D'accord? Donc, c'est intéressant. Par contre, c'est intéressant de le savoir, mais quand il y aura les chiffres du CPI qui vont sortir, c'est pas intéressant parce que quoi qu'il en soit, tout le monde sera pris par surprise. Alors, déjà, il y a un truc que j'ai lu aussi un peu par rapport à votre question. Vous demandez aussi quel est le nouveau système de calcul de l'inflation, parce qu'effectivement, Ouais, c'est le PCE. ouais, ils ont repondéré, ils ont interprété par rapport à d'autres chiffres. Bref, moi, je ne suis pas suffisamment calé pour vous donner quelles sont les grandes différences, mais ce qu'il faut aussi, et quelle sera réellement l'influence sur ce chiffre-là. Et puis, derrière, vous avez aujourd'hui, il ne faut pas oublier que les attentes du marché, parce que finalement, c'est ça qui va compter demain, c'est pas si le CPI il est à 12% ou à 2%. La question, c'est qu'est-ce que le marché attend? Le marché attend aujourd'hui une réduction de l'inflation du CPI par rapport au 6,5 et au 6,2 aujourd'hui. Ce chiffre-là, ils ne l'ont pas sorti d'un chapeau, ils l'ont tous déjà calculé et ils ont essayé de l'anticiper. C'est vrai que ce qu'on a vu récemment, ils sont globalement faux. Les analystes, les économistes, ils se sont beaucoup plantés ces derniers temps. Je ne reviens pas forcément sur la thématique des chiffres de l'emploi il y a 10 jours. Mais en fait, les attentes du marché sont à 6,2 compte tenu de ce nouveau calcul. Donc en fait, ce qui va nous intéresser demain, nous en tant qu'investisseurs ou en tant que traders, ce sera de savoir si finalement c'est mieux ou moins bien que les attentes. Peu importe le changement de calcul et peu importe ce que ça veut vraiment tenir compte. De nouveau, pour aller répondre à cette question en détail, il faudrait vraiment parler à un spécialiste de l'inflation. Je vous conseille ardemment d'essayer d'obtenir tout ce que vous pouvez trouver sur la thématique écrite par M. Kirighetti de chez Decalia à Genève, parce que lui, il maîtrise vraiment bien ce sujet et il va vous décortiquer le concept de manière très très pointue. Mais indirectement, ce que nous, on aura besoin de regarder demain, c'est la variation et l'interprétation qu'on va en faire comme tous les chiffres et comme tous les discours qu'on a ces derniers temps. Pensez-vous que les énergies fossiles, enfin donc en gros, est-ce que le prix du pétrole, du gaz ont augmenté cette année pour atteindre les niveaux de l'année passée? A priori, personne ne le sait, mais bon, ça c'est une lapalissade. On a vu que la Russie a décidé de baisser sa production de pétrole pour embêter le monde, enfin, etc. L'idée, c'est que d'un autre côté, on essaye de se passer de ça, donc c'est un peu un jeu à somme nulle. Donc, la personne qui vous dit ça sera le même prix que maintenant n'aura pas plus tort que celui qui dit que ça va passer à 120 ou celui qui va dire qu'on peut descendre à 60. Je ne sais pas ce que tu en penses. Bah moi, je vais prendre à Paris. Moi, je pense que le pétrole va monter cette année. Pourquoi je vous dis ça? Parce que d'abord, tout le monde pense qu'il va baisser, ou qu'en tout cas, ils ne vont pas laisser le monter. Alors, le seul problématique, c'est que s'il baisse, c'est qu'il aura été manipulé. Et aujourd'hui, effectivement, vu les conflits armés et vu les conflits géopolitiques auxquels on se prépare, généralement, ce n'est pas forcément pour un pétrole qui va baisser. Et entre autres, une chose qu'on nous tendance à oublier un petit peu, c'est que la Chine est en train de repartir à plein cylindre. Et donc, du coup, ils vont devoir reconsommer normalement en grosse quantité. Et donc, ça devrait aussi pousser le prix du baril à la hausse. Et aujourd'hui, on est un petit peu trop confortable avec notre pétrole à 70, 75, 78. Voilà. Et je ne serais pas surpris que finalement, on ait une surprise à la hausse encore ces prochains temps. Maintenant, si vous me dites, qu'est-ce que tu penses du pétrole dans une année? Ben, je vous dirais, prends une pièce, jette-la en l'air et puis nous fasse. Mais je ne serais pas surpris qu'on ait un pétrole qui retourne déjà, en tout cas assez rapidement, en dessus des $90 à cause des tensions militaires, des tensions économiques. Et n'oubliez pas non plus que les rapports ne sont pas au beau fixe entre les Américains et les Chinois. Et vu la tension actuelle, je ne suis pas sûr que ce genre de choses aille nous aider pour la suite. Le dollar index, question, qu'est-ce qu'on en pense? Alors, le dollar index, c'est un basket de différentes monnaies. Hein. Il y a le dollar contre l'euro, le dollar contre le yen, etc., etc. Donc, il faudrait voir, grosso modo, quelles sont les différentes attitudes des banquiers centraux de ces différentes monnaies qui font partie du dollar index. Mais en gros, c'est aussi une autre façon de demander qu'est-ce que vous pensez du dollar contre les autres monnaies.
S'il y a conflit renouvelé en Ukraine, le dollar reste encore une valeur refuge parce que, le dollar, si effectivement le gouvernement américain ne fait pas faillite, c'est quand même, ils sont immunisés parce que bon, les Russes, ils envoient une bombe nucléaire, ça ne sera pas sur les États-Unis, hein, ça sera plutôt chez nous. Si les Chinois nous embêtent, c'est nous embêtent, mais pas les États-Unis. Donc, a priori, les gens se disent, moi, je prends valeur refuge les États-Unis. Et si je dois acheter des titres, certes, le marché européen a bien rebondi, mais sur le long terme, on se rend compte que effectivement le dollar est plus fort que l'euro, première chose, et puis que les grosses sociétés américaines dominent le monde, qu'on le veuille ou non. Enfin, c'est très embêtant, mais c'est comme ça. Quelle est la probabilité de hausse de l'inflation demain? Une hausse de l'inflation? Personne ne le sait. Non, pas la probabilité. Alors, moi, j'ai pas de probabilité personnelle parce que je ne me permettrai pas, d'ailleurs parce que je suis un dégonflé, mais actuellement, il y a monsieur Elerian, Mohamed Elerian, qui est, je crois qu'il est chez Allianz aujourd'hui, qui est l'ancien patron de la stratégie de chez PIMCO, et que j'aime bien parce qu'il est moins show-off que les autres, moins agressif dans ses prises de position. Lui, il pense justement qu'on est en train de sous-estimer la possibilité de voir monter en fait l'inflation. Et lui, il pense qu'il y a 75% de chances que demain, ce soit une surprise à la hausse. Alors voilà ce qu'on peut dire comme probabilité. Et dans la même veine, vous posez la question suivante. Quelle est la probabilité de récession en 2023? Perso, je dirais 100%. Bah, le truc qui est assez rigolo, c'est que les économistes sont de vrais poètes parce qu'il y a une récession moyenne, il y a une récession profonde, il y a toujours récession. Donc, il y a le soft landing, le hard landing. Une douce récession, une gentille récession. Non, la récession, elle est là. Je veux dire, soyons très très clairs, du moment qu'on commence à virer du personnel, ce sont quand même des gens qui vont moins consommer et puis il y a une volonté très forte au niveau politique de garder des taux aussi élevés que possible, voire encore les augmenter, tant qu'il y a cette peur de la récession. C'est quand vous avez été éduqué et frappé sur les mains pendant 20 ans pour dire récession, récession, danger, récession, danger, ça va rester comme ça. C'est un réflexe pavlovien des banquiers centraux. Donc la probabilité, allez, parce que la probabilité de 100%, ça n'existe pas, semblerait-il, disons, mettons 99. Okay. BlackRock et T. Rowe Price ont un peu augmenté leurs dividendes cette année. C'est un indicateur intéressant. Par contre, les buybacks sont assez impressionnants. Qu'en pensez-vous? En ce qui concerne les dividendes, bah, on a vu quand même que, alors ce n'était pas forcément le cas pour tout le monde, mais on a vu quand même qu'il y a pas mal de boîtes qui ont augmenté leurs dividendes parce qu'il y a une reconnaissance des actionnaires. On l'a vu, je crois, chez Total, on l'a vu chez Zurich. Il y a plusieurs banques qui le font également. C'est pas monstrueux, bon, mis à part le Crédit Suisse qui lui divise par deux, mais c'est une particularité spécifique. Beaucoup de buyback. Alors aux États-Unis, ce sera intéressant de voir parce que M. Biden s'est montré a clairement montré sa volonté de taxer de manière beaucoup plus violente les buybacks parce que beaucoup trop de sociétés le font pour l'instant à son goût. Et néanmoins, ils vont continuer quand même à le faire parce que pour certaines, ils n'ont pas forcément d'alternative pour donner plus de rendement à leur cash que de racheter leurs propres actions. Donc je pense que c'est un indicateur qui va continuer à devoir. Enfin, les buybacks devraient continuer à mon sens. Et d'ailleurs, si tout d'un coup ça venait à disparaître ou à s'arrêter, je pense que là aussi, ce sera un signal que, comme quoi, très peu rassurant pour l'économie en général. Non, par rapport au buyback, c'est intéressant. Il y a un article, soit dans le 20 minutes ou la Tribune de Genève aujourd'hui, ou peut-être dans Marianne, enfin je ne sais plus. Mais l'idée, c'était de dire que le buyback permet effectivement de retirer des titres du marché, de les détruire, comme si on les déchirait. Donc il y a moins d'actifs en circulation. Moins d'actifs en circulation veut dire que quand on distribue des dividendes, il y a une certaine somme qui est divisée par moins de monde. Donc ça intéresse beaucoup. Les caisses de pension sont contentes parce que c'est quand même elles qui nous payeront l'AVS et le deuxième pilier. Puis ça intéresse les investisseurs privés qui jouent le côté dividende. Plus l'effet d'annonce, là c'était l'histoire d'ExxonMobil qui avait annoncé 75 milliards de dollars de buyback. Donc l'effet d'annonce, c'est que c'est bien, ça supporte le cours en bourse.
Donc, ça, c'est le truc. Elon Musk me passe le bonjour apparemment. Moi, je sais. Vous saluerez de ma part aussi, et puis que je suis un monstre fan. Et puis, Hyundai a sorti une nouvelle voiture. j'ai été voir la présentation de la nouvelle Aston Martin Valhalla la semaine dernière, qui a un moteur hybride. Bref, si vraiment je devrais choisir, je prendrais quand même l'Aston Martin hybride. Bref, quel serait pour vous le secteur qui pourrait être délaissé en 2023 et utilities industrielles, quelques opportunités à saisir. Utilities, ben, si les taux d'intérêt montent, les utilities, c'est pas bon. Après, on avait dit aussi, si les taux d'intérêt montent, c'est pas bon pour les actions du secteur de la technologie, mais vu qu'elles se sont tellement plantées, comme il y a eu tellement d'annonces aussi de licenciement de personnel dans la tech, ben, ça peut à moyen terme redonner une certaine valeur au niveau du return on equity, return on investment capital et compagnie, de ces valeurs de tech, considérant que jusqu'à preuve du contraire, vous allez continuer à consommer de la tech les uns comme les autres. Donc peut-être qu'un des secteurs est pas mal, puis l'autre chose, alors après ça n'engage que moi, c'est la biotech, parce que la biotech aussi c'est casser la figure. Donc à part des sociétés majeures, parce que Covid et tout le tralala, mais là, il y a quand même pas mal de sociétés de biotech qui pourraient devenir des takeover candidates, hein, des sociétés à rachat. Donc, pour ce genre de situation, mieux vaut acheter un fonds que d'acheter une biotech en particulier. La valeur des sociétés ne devrait-elle pas monter avec l'inflation, en particulier s'ils n'ont pas de dette? Alors, les sociétés qui n'ont pas de dette, ça, on va dire, ça n'a pas forcément à voir avec l'inflation, parce que rappelez-vous que la plupart des sociétés tech n'ont pas de dette et puis elles se sont pliées la gueule, pour parler vulgairement. Donc, celles qui n'ont pas de dette, c'est intéressant par rapport au fait que comme les taux d'intérêt vont monter, elles n'ont pas besoin de refinancer quoi que ce soit. Mais ça, j'étais à quelques présentations où en fait, il y a beaucoup de sociétés qui jusqu'en 2025-2026 n'ont aucun besoin de refinancement. Donc, pour l'instant, c'est un peu plus compliqué. Donc, les facteurs qui bénéficient de quelque chose, c'est que Thomas disait, la Chine se réouvre et puis ça donfle. Et je pense qu'il n'y a pas un seul analyse sectorielle qui ne dise pas d'acheter les valeurs de luxe. Voilà pourquoi LVMH et compagnie sont montés en bourse, parce que qui sont les grands consommateurs de luxe? Ce sont principalement les Asiatiques, considérant que les Russes ne sont plus là. Où pensez-vous que nous allons aller avec la perte des 60% du Bitcoin? Remonter, point d'interrogation. Alors franchement, le Bitcoin, d'abord, je crois que ni toi ni moi ne sommes des experts. Le Bitcoin, ce qui est intéressant, c'est que vous avez deux grands courants, ceux qui détestent et ceux qui adorent. Aujourd'hui, vous avez un deuxième facteur, c'est que le chart weekly nous a montré un dead cross, donc une tendance négative sur le long terme qui se dessine sur le Bitcoin, et en même temps, le chart daily nous montre une golden cross, donc une tendance positive sur le Bitcoin. Donc en gros, les gens sont complètement largués, ils ne savent plus trop quoi penser. On a vu que quand il y a de l'appétit au risque qui revient dans les marchés, le Bitcoin repart à la même vitesse que le Nasdaq ou les semi-conducteurs aujourd'hui. Donc c'est venu pour moi un indicateur de l'appétit au risque. Donc en résumé, si les chiffres sont bons et on montre qu'on a maîtrisé l'inflation et que tout ce qu'a fait la Fed fonctionne et qu'on a un retour sur tout ce qui est croissance, le Bitcoin va repartir. Après, dire où est-ce qu'il va aller, faire d'analyse technique là-dessus, c'est toujours assez ésotérique. Il faut simplement se baser sur les targets. Alors, quand vous regardez aujourd'hui, en début d'année, on a eu un analyste qui est venu se pointer et qui ont dit, alors voilà, les analystes se sont fait sonder. Alors, vous avez un target qui va entre 4 000 $, jusqu'à 250 000 $ sur le Bitcoin à la fin de l'année. Et vous avez Mme Katie Wood du fonds ARK Invest qui est venue cette année, il y a 2 semaines là, ou 10 jours, annoncer 1 500 000 sur le Bitcoin en 2030. Donc en gros, perso, je pense que ça va rester volatile, mais que ce sera fortement corrélé aux assets de croissance. On nous demande encore, est-ce que vous pensez qu'un sell-off est encore possible ou une correction de 30% sur le S&P 500? 30%,
C'est beaucoup. C'est beaucoup. Ça me paraît peu probable. Je dirais que si on va à 3300 sur le S&P, c'est-à-dire 20%, ça me paraîtrait plus plausible. Et oui, c'est encore possible. Bah, la preuve en est, c'est que demain, pas besoin de grand-chose, hein. Je pense que demain, vous avez un taux d'inflation qui sort, on a à 6,5 le mois dernier, on sort à 7,2. Je pense que vous avez un joli sell-off qui se déclenche. Impact de la fin programmée du cash, qu'en pensez-vous? Intéressant pour Visa ou Mastercard. Je pense que Visa ou Mastercard sont des bails de toute manière et pas forcément pour la fin du cash ou pas. Non, et puis ça a été un bail dans tous les gérants de fonds américains qui travaillent sur des large caps en Visa et Mastercard ou Visa ou Mastercard. Voilà, donc plutôt oui et non. Après, la disparition programmée du cash, ça fait un peu trop longtemps qu'on en parle pour que ça ait un réel impact à mon sens, mais c'est plus, on voit que de toute façon l'argent cash est utilisé de moins en moins. Il ne va pas disparaître au sens propre à mon sens, mais bon, je peux me gourer. Et oui, ce sera de source de toute façon, tout ce qui est paiement numérique et l'avenir du paiement numérique, ça marchera. Et c'est vrai, comme tu le dis, tout le monde adore ces deux boîtes, donc pourquoi pas. La dernière question. Ouais, avant l'apéro. Des plus hauts historiques sur Hermès, LVMH, S&P 500, CAC 40 ne sont-ils pas des indications d'un prochain crash à venir compte tenu de la situation? Alors, c'est compliqué parce qu'il faut dissocier le tout. LVMH, vous avez un article de Swissquote par rapport à 2023 sur les articles de luxe qui s'intitule en fait les riches sont des consommateurs en gros. Donc de nouveau, quand on reparlait de l'inflation, rappelez-vous une chose, l'inflation pour Thomas et moi, déjà les différences entre nous, et puis par rapport à Arnaud ou Pinault, c'est encore différent parce qu'eux ont une propension à épargner qui est beaucoup plus importante que la nôtre. Donc eux n'en ont rien à battre d'acheter une nouvelle Ferrari ou pas, d'accord? La plupart des gens qui restent encore dans l'hypothèse de je dois montrer que j'appartiens à une certaine élite financière, à commencer par les Marseillais à Dubaï, et MBS à Abu Dhabi, et puis certains Chinois et Japonais et Américains et Français de la banlieue de Mérin, vont acheter, si possible, un truc qui ressemble à Louis Vuitton, en essayant de ne pas acheter une contrefaçon parce qu'il risque de se faire prendre pour recel. Donc, en gros, non. C'est-à-dire que le riche vit dans une stratosphère complètement différente de la nôtre. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas un indicateur. Le S&P 500, le CAC 40, c'est différent parce que ce sont des indices qui représentent plusieurs types de sociétés, d'industries et de secteurs d'activité. Donc, ça, c'est faire attention par rapport à ça. Oui, pour les Suisses qui vous reste du cash. Mais bien sûr, comme on se disait toujours, rappelez-vous un truc. En Chine, ils ont décidé d'avoir un yuan numérique, d'accord, digital. Sachez que dans une monnaie digitale, vous pouvez mettre plein de choses à l'intérieur comme attribut. L'attribut, c'est il est sympathique, il ne traverse pas au feu rouge. Il est magnifique parce qu'il n'est pas alcoolique. Il vit en couple, donc c'est magnifique parce que ça veut dire qu'ils vont créer un couple hétéro. Donc c'est magnifique, c'est super. Donc quand il va recevoir son salaire, le monsieur, on va lui dire, comme tu es un mec super bien, tu vas pouvoir acheter ce que tu veux. Tu peux même thésauriser. Par contre, si tu traverses au rouge, si tu es homosexuel, si tu es alcoolique, si je ne sais pas quoi, tu reçois ton salaire, mais tu ne peux pas dépenser comme tu veux, tu peux dépenser que pour acheter des biens de première nécessité. Ça, c'est un contrôle totalitaire qui est antidémocratique. Donc, je comprends les gens qui veulent garder le cash. Et en plus, je suis d'accord, vu mon origine, qu'il faut quand même garder du cash pour les mafieux qui, eux, travaillent évidemment. Marco, il a faim, là, je comprends. Qui travaillent en black. Donc voilà, donc le cash, encore longue vie dans les démocraties, très peu de vie dans les pays non démocrates. Ok, alors on va terminer parce qu'on a largement dépassé le quota, mais on va laisser aller manger. Je terminerai juste avec deux choses.
Euphorie, faites quand même attention à l'euphorie, effectivement, parce qu'il y a eu une euphorie en ce début d'année. Et faites gaffe avec l'intelligence artificielle, parce qu'on est en train de faire un peu tout et n'importe quoi. Quelqu'un me dit bravo pour ce que je fais au niveau de la chronique, tout ça, merci. Et puis le dernier me dit Michael Burry a dit que c'est possible qu'il y ait une correction de 30%. Michael Burry, il change d'avis comme de chemise. Il a été juste une fois, c'est vrai. Tout est possible, mais on l'a dit avant. Personnellement, moi, je pense que 3300, ça se gagne vachement bien. 20%, je pense que c'est possible. 30%, c'est qu'il s'est passé autre chose. Je ne préférerais pas imaginer. Voilà, c'est donc tout pour ce webinaire. On se revoit dans à peu près un mois. Je ne me souviens plus quelle est la date exacte, mais on se revoit. Je vous tiendrai au courant de toute façon dans la chronique sur Investir et dans la vidéo du Morning Bull Live. Morning Bull Live, d'ailleurs, on se retrouve demain vers 9h ou 9h30 quand mon système de satellite aura décidé de downloader cette vidéo qui est de plus en plus lente en ce moment. Merci Monsieur Musk encore. Passez une très bonne soirée. Merci d'avoir été avec nous ce soir et puis à bientôt. À bientôt. Bye bye.